Le podcast Mode et Affaires est présenté par Loop Mission et est rendu possible grâce à la collaboration du Fonds d'aider et HEC Durable. Bonjour tout le monde et bienvenue au premier épisode du podcast Mode et Affaires. Moi, c'est Sandrine et je vais être votre animatrice pour la saison 1 du podcast. Je pense que je peux parler au nom de tout le comité quand je vous dis que je suis hyper excitée pour les discussions qui s'en viennent sur le podcast. Le monde de la mode montréalaise, c'est un monde qui est très diversifié, plein de talents, plein d'opportunités, puis c'est vraiment qu'est-ce qu'on veut venir vous faire découvrir ici. Donc, aujourd'hui, je suis vraiment excitée d'être en compagnie de Marouchka Franjulien, la chef de contenu mode chez Elle Québec et aussi une ancienne étudiante du HEC Montréal. Donc, comment ça va, Marouchka, aujourd'hui? Ça va bien, merci de me recevoir. Je suis vraiment excitée de t'avoir aujourd'hui parce que j'aime beaucoup ce que tu fais. Donc, merci. Toi, tu es chez Elle Québec depuis 2015 à peu près, si je me trompe pas. C'est ça, ouais. Puis, tu as travaillé pour le magazine Elle Québec, Clin d'œil, Coup de pouce. Est-ce que ça vient de la même compagnie ou? Alors, en fait, en 2015, le L appartenait à TVA. Puis, je suis restée là jusqu'en 2018. J'ai démissionné pour me lancer à la pige et le L s'est fait racheter quelques mois plus tard par K.O. Media, qui appartient à Véronique Cloutier et Louis Morissette, qui ont aussi le magazine Véro. Et ils m'ont appelé, on m'a appelé pour que je m'occupe justement de la section mode. Donc, je suis revenue au L à mi-temps. Puis, mon autre partie du temps, en gros, je continue à être freelance, à écrire pour le Clin d'œil principalement. OK, parfait. Fait que ça, dans le fond, c'est que tu fais comme un petit peu plus apport de la compagnie, mais t'écris justement pour Clin d'œil. C'est ça. En fait, je fais quelques jours au L par semaine, puis le reste du temps, en fait, j'écris aussi pour le L à la pige, par exemple en design, en beauté. Puis, j'écris des articles pour le Clin d'œil. C'est vraiment intéressant. J'aimerais ça commencer par une question, en fait. J'aime ça poser la question pour commencer, c'est vraiment de base, mais je pense que chaque personne a une différente histoire à raconter. D'où vient ta passion pour la mode? J'étais pas particulièrement intéressée par la mode quand j'étais jeune ou ado. C'est venu un peu sur le tard. Je pense que ce que je préfère, honnêtement, c'est le travail des créateurs de mode. Je trouve que c'est un art en soi. Ça me fascine un peu. Après, c'est sûr que j'adore la mode, mais je fais principalement ce métier parce que j'adore l'écriture aussi. Donc, c'est pour ça. Enfin, j'ai combiné, en gros, ces deux passions. Mais c'est aussi et principalement l'écriture qui m'a poussée à devenir rédactrice. Puis c'est sûr qu'il y a comme tellement de facettes, justement, au monde de la mode. Puis pourquoi j'étais autant excitée de t'avoir sur le podcast, c'est que moi, quand j'étais petite, c'est vraiment à travers les magazines que ma passion pour la mode a commencé. Parce que, tu sais, dans le temps, on n'avait pas vraiment YouTube, on n'avait pas Instagram. Ouais. Fait que moi, comme la façon que j'ai été initiée un peu à la mode, c'était vraiment quand que j'allais, mettons, dans des rendez-vous, puis il y avait comme des clins d'œil ou des L ou des coups de pouce qui traînaient sur le comptoir. Fait que je fêtais ça, puis, tu sais, à un moment donné, j'ai recommencé à reconnaître les noms, puis j'allais tout le temps dans la section beauté aussi, j'aimais vraiment ça. Fait que, tu sais, pour moi, c'est comme vraiment inspirant parce que ça a toujours une grande place dans mon cœur, là, les magazines. Donc, j'aimerais ça que tu me dises un peu ton parcours à HEC parce que tu es une ancienne étudiante du HEC. Donc, j'ai vu que tu as commencé en 2008 au HEC. Ouais, je suis arrivée au Canada en 2008, à Montréal. Puis, du coup, ça fait 12 ans que je suis là. J'ai maintenu mes 4 ans à HEC sans que ce soit vraiment ma force. Genre, c'est sûr que la compta et la finance, c'était pas mon truc du tout. Puis tu t'étais spécialisée en quoi? En marketing. OK. Puis, du coup, durant ces années à HEC, je faisais partie du journal L'Intérêt. Je sais pas si c'est toujours là. Oui, je pense que oui. Oui. Et du coup, c'est ça, j'ai commencé à écrire là-dedans. Un été, j'ai fait la Parsons School à New York parce que Puis ça, c'est sûr que je veux vraiment toucher là-dessus parce que je trouvais ça vraiment impressionnant que durant comme tes 4 années au HEC, il y a un été qui t'a fait comme un programme intensif, c'est ça, en mode à Parsons. C'était comment d'arriver à New York? Alors, mon été à New York, c'était extraordinaire, c'était génial.
le programme intensif, c'était en design de mode et je pensais que j'allais apprendre à dessiner et tout ça, mais tous les autres étudiantes savaient dessiner déjà, donc j'étais un peu à la traîne. Puis, est-ce que ça t'a stressé ou... Ouais, mais surtout, j'ai compris que c'était pas du tout fait pour moi. C'était vraiment super d'être à la Parsons parce que c'est une école prestigieuse en mode. Ouais, après, c'est sûr que finalement, être créatrice de vêtements, c'était pas dans mes cordes, puis ça m'intéressait pas tant que ça. Mais t'avais quand même un intérêt pour... C'est ça. Tu sais, j'étais pas hyper passionnée par l'école à HEC, donc je voulais un peu faire... découvrir d'autres voies pour voir ce que je pouvais faire après, parce que j'avais beau me spécialiser en marketing, je me voyais pas trop bosser là-dedans. Donc, j'ai testé la Parsons School un peu pour voir, pour justement aller dans cet intérêt de la mode, mais il y a plein d'autres façons d'entrer un peu comme d'entrer dans la mode sans que ce soit via la création de vêtements. Parce que c'est quand même quelque chose de gros, là, comme de partir tout un été à New York quand ça fait juste 2 ans que t'es dans ton bac. Fait que, tu sais, pour vrai, je t'admire quand même d'avoir fait ça parce que c'est quelque chose que j'aurais peut-être aimé faire, mais je sais pas si... Honnêtement, ils prennent tout le monde, vu qu'ils m'ont pris, ils prennent absolument tout le monde. Ah, pour vrai? Je pensais que c'était comme... C'est un espèce de stage d'été que tu peux faire moyennant un peu de sous, là. J'ai bossé longtemps aux 3 Brasseurs pour pouvoir me l'offrir. Ben c'est ça, parce que c'est quand même prestigieux, là. Mais, tu sais, moi, j'ai pris un petit peu la route, je dirais un peu plus facile, et j'ai commencé un certificat à Parsons, mais en ligne. Ah, cool, génial. Ça fait juste dire comme c'est sur le Fashion Industry Essentials, donc ça fait juste englober un petit peu tout ce qui est la base de la mode, pour qu'ensuite, quand tu arrives sur le marché du travail, t'as comme quelque chose en arrière. Tu vois, c'est peut-être plus utile que le diplôme de design de vêtements que j'ai reçu. Ouais, mais tu sais, t'as quand même eu la chance de vivre l'expérience à New York. Je pense que c'est sûr que ça, c'était vraiment génial. Puis j'y suis retournée d'ailleurs l'été d'après pour faire un stage pour un créateur de mode. C'était Takoun, qui n'existe plus aujourd'hui. Puis là encore, c'était génial d'être à New York. Le stage... J'étais un peu exploitée, donc... c'était difficile un peu. J'étais là pour chercher des cafés puis faire des photocopies. Là. OK, fait que ça, c'est vrai qu'est-ce qu'on dit, là. Ouais. C'est pas, pas un mythe, là. Puis les filles me parlaient pas, me disaient pas bonjour. Mais le designer était hyper sympa, mais le reste de la troupe, c'était un peu... En fait, je savais pas que c'était vrai comme... Tu sais, admettons, qu'est-ce qu'on voit, on va dire, dans The Devil Wears Prada. Comme je savais pas que c'était vrai, je pensais que c'était vraiment juste un mythe. Après, je sais, par exemple, en France, j'ai eu des amis qui ont bossé, par exemple, pour le magazine Glamour, et apparemment, tout le monde est super sympa là-bas. C'est différentes mentalités aussi. Ouais, c'est ça. Puis je crois que c'est dans le même building que le Vogue Paris. Je pense que c'était ce magazine. Et par contre, les filles du Vogue Paris, dans l'ascenseur, elles parlaient à personne. Puis elles étaient drapées dans leur manteau en fourrure. Puis, mon Dieu, c'est bien drôle. J'aime vraiment ça. mais à Montréal, par exemple, dans les magazines, c'est pas du tout comme ça. Il y a personne qui se prend non, trop au c'est sérieux. sûr que c'est pas la même chose à Montréal. Comment tu trouvais ça, toi, être au HEC, puis justement avoir un chemin comme très, très carré qu'on prône à faire au HEC, d'être comme un peu différente? Je pense que si tu veux travailler c'est une excellente école. Oui. Les profs sont excellents, les cours sont excellents, les associations auxquelles tu as accès, par exemple, vous, avec le comité mode et affaires, ça fait partie du parcours à HEC, puis c'est assez génial de pouvoir faire des activités comme ça à côté. C'est sûr que pour moi, c'est un peu différent parce que je me suis peut-être pas très bien orientée. J'aurais peut-être dû faire littérature ou Puis pourquoi est-ce que tu as continué? Parce qu'avant de faire HEC, j'avais fait 1 an de droit et j'avais déjà arrêté. Donc, avec mes parents, ça passait pas d'arrêter une deuxième école. Je comprends. Mais tu sais, j'ai plein d'amis qui ont fait HEC avec moi puis qui ont adoré leur parcours et qui aujourd'hui ont le boulot qu'ils veulent grâce à l'école. Après, c'est sûr que c'est un bac, donc
la maîtrise, justement, c'est l'occasion aussi de se spécialiser. C'est pour ça que tu es allée faire une maîtrise à Kingston. Ouais, à Londres. En journalisme? Non, en création littéraire. Ah, OK. Ouais, c'était génial. Encore de vivre à Londres, c'était l'expérience super internationale, c'était... Ouais, ça t'a apporté beaucoup, j'imagine. Ouais, puis création littéraire, c'est un peu spécial aussi parce qu'en gros, t'écris de la fiction. Enfin, tes devoirs, c'est d'écrire des nouvelles ou une pièce de théâtre ou un poème ou quoi. Puis après, tu le lis en classe, puis t'analyses tout ça. Donc, c'est pas comme des romans, là? La fin du mémoire, c'était de faire un roman, ouais. C'était d'écrire les 100 premières pages d'un roman, puis de l'analyser. Puis comment est-ce que tu as trouvé ça? C'était cool, mais là encore, je me suis peut-être un peu mal orientée, parce que j'ai choisi de faire ça en anglais. Puis c'est pas ma langue maternelle. Ouais, mais c'est pas grave, ça t'apporte quand même, mais... Ouais, bah au moins j'ai beaucoup amélioré mon anglais, puis c'était une expérience... Enfin, c'était vraiment utile pour ce que je fais aujourd'hui aussi. C'est sûr. Puis, vas-y. Bah, en fait, du coup, c'est ça. Après Londres, du coup, c'est ça. J'ai fait un certificat en journalisme à l'Université de Montréal. Mm-hmm. Puis ça aussi, ça t'a comme plus familiarisé au Québec. Ouais, puis c'est... Pour le coup, ça a vraiment... autant que le master, ça a été vraiment utile pour ce que je fais aujourd'hui. Mm-hmm. Comment est-ce qu'on concrétise une certaine passion pour la mode en carrière, en fait? Ou comment est-ce qu'on... je pourrais dire, comment est-ce que tu as réussi comme à rentrer dans le milieu de la mode ici à Montréal? Je pense que tu n'as pas besoin d'avoir fait une école de mode pour rentrer dans... En tout cas, en tant que journaliste, t'as absolument pas besoin d'avoir fait une école de mode. Il faut juste avoir une passion, que ce soit la mode, la beauté, le design ou quoi. Il faut vraiment être passionné et puis connaître ton sujet à fond. Genre, par exemple, en mode, faut connaître les designers, les marques, l'industrie. Après, moi, comment j'ai réussi à rentrer dedans, c'est en faisant... justement, le certificat en journalisme m'a amené à faire un stage chez Châtelaine, qui m'a ouvert beaucoup de portes. Mm-hmm. Parce qu'après ce stage, du coup, je me suis lancée à la Pige. Puis j'ai fait un autre stage au L. Puis là, c'est là que le L m'a rappelé 6 mois plus tard, quand un poste s'est ouvert pour me proposer d'être adjointe au contenu mode. Puis c'est là que j'ai commencé à... Puis est-ce que travailler dans un magazine de mode, c'est autant glamorous qu'on pense? Non. Non? Oui et non. C'est glamour parce que tu es invité à plein d'événements, tu es invité à des voyages de presse. Donc ça, c'est vraiment cool. Après, dans le day-to-day, je te dirais que c'est quoi une journée typique, mettons? Ton boulot principal, c'est d'écrire. Donc, tu es derrière ton ordinateur, puis... tu vas pas t'habiller en robe de soirée pour écrire un article. Non, mais on dirait tout le temps que les gens qui travaillent comme dans les magazines, ils ont un peu... ils ont un sens du style quand même, là. Ouais, mais je te dirais que c'est sûr qu'on aime s'habiller et tout ça, mais on est quand même pas mal tout en jean et en basket, là. Ouais, mais c'est intéressant de savoir que c'était vraiment comme un portrait plus glamorous qu'on voyait dans les films, là. Je pense que c'est aussi parce que c'est le Québec, puis... ça fait partie aussi de la mentalité que les gens sont faciles d'accès puis ils se prennent pas trop au sérieux. Par exemple, comme à Paris, j'imagine que le milieu est quand même assez différent. Est-ce que tu as déjà pensé à aller à Paris ou à retourner aux États-Unis? Non. Non? Non. Je suis bien ici. J'ai acheté un appart et tout ça, donc je suis pas prête de bouger. Ah, OK. Décris-nous un peu, c'est quoi tes responsabilités en tant que chef de contenu mode? Alors, chaque mois, on planche en groupe pour savoir c'est quoi la thématique du magazine, puis qu'est-ce que ça va être les sujets. Donc moi, en gros, je propose des sujets pour ma section. J'écris tous mes articles. Puis tu sais déjà à l'avance, admettons, ça va être quoi tes articles, ou des fois, il va y avoir comme une nouvelle qui va arriver, puis là, faut en écrire un nouveau? Oui, c'est sûr que, tu sais, par exemple, chaque mois, dans le L, il y a on a quelques pages pour les nouveautés. Donc ça, c'est sûr que tu sais, on va mettre l'actualité de l'avant. Après, c'est sûr que je bosse pas pour le web. Donc, c'est sûr que le web...
chaque jour, tu sais, il y a des sujets un peu evergreen, mais la plupart du temps, tu regardes l'actualité le matin ou l'après-midi, puis dès qu'il y a une news qui sort, il faut absolument écrire un article dessus parce que le lendemain, ce sera trop tard. Ouais. Dans le magazine, il n'y a pas cette instantanéité, donc c'est sûr que... Puis comment est-ce qu'on choisit le thème, admettons, d'une couverture? Ça se décide vraiment en équipe. Je te dirais qu'il y a des numéros faciles, par exemple septembre, puis là, ça va être avril prochain où on présente les tendances, en gros, 2 fois par année. Le numéro de décembre, en principe, c'est le numéro du temps des fêtes parce que les lecteurs ont envie de voir un peu de glamour, d'avoir des idées cadeaux et tout ça. Sinon, le reste, c'est assez libre. On décide vraiment en équipe. Donc, Puis, là, j'imagine, comme tu disais, les événements que tu es invité en tant que chef de contenu mode. J'ai vu sur ton Instagram que tu es allée à la Fashion Week. Oui. C'était comment? Genre, je veux savoir tout sur l'expérience Fashion Week. J'ai été invitée à New York par Michael Kors pour aller au défilé Michael Kors. C'était en automne dernier. C'était mon premier défilé international aussi. Donc, c'était vraiment... c'était fou, là, d'être assis au premier rang, puis de voir Bella Hadid passer, Gigi Hadid passer, puis de voir, par exemple, les gens dans la salle, tu les connais d'Instagram, par exemple, Eva Chen ou Aimee Song, qui sont des influenceuses, et de les voir en vrai, c'est assez... c'est une expérience assez folle. Puis je trouve que c'est inspirant parce que en tant que Québécoise, des fois, on se dit, ben là, on se rendra jamais là. T'sais, on va jamais se rendre comme à une Fashion Week, on va jamais se rendre à New York ou à Paris. Puis comme, je trouve que c'est un bon modèle que, ben toi, en fait, t'as été capable d'aller là, justement, avec ton travail. Je pense que c'est vraiment... Puis je sais que avant, par exemple, le rédac chef mode Denis Dérault au Elle Québec, à l'époque, il faisait absolument toutes les Fashion Week. Il était invité partout. C'est sûr qu'aujourd'hui, les marques ont moins de moyens aussi d'inviter les journalistes comme nous, parce qu'Elle Québec, ça reste quand même assez petit. Donc, c'est plus le Elle Canada qui se fait inviter dans les grands défilés. Mais c'était super de pouvoir voir un peu, voir en vrai de quoi je parle à chaque numéro. Je pense que c'est quand même un rêve pour beaucoup de personnes de pouvoir voir ça, justement. T'écris beaucoup, justement, sur le lifestyle, la mode, la beauté. Sur quoi t'aimes le plus écrire? La mode. La mode? La mode parce que déjà, j'adore ça, mais je suis aussi plus à l'aise d'écrire en mode parce que je suis beaucoup plus familière avec ça. C'est comme c'est un peu une passion, c'est sûr que ça coule de source. Ouais, moi, j'aime vraiment aussi quand même tes articles sur la beauté. Ah, moi, je trouve ça vraiment intéressant. J'aime beaucoup aussi écrire en beauté. Ensuite, plus gros défi de ta carrière? Je pense que, honnêtement, quand je me suis lancée à la pige il y a 2 ans, je quittais quand même un poste confortable pour le Elle qui était quand même une grosse marque. Donc, c'était un peu, je me lançais un peu dans le vide, en sachant pas très bien si j'allais pouvoir vivre de ça, tu vois. Puis finalement, ça se passe. Puis est-ce que tu peux juste expliquer plus en détail, en fait, ce que tu fais à la pige versus ce que tu fais à Elle Québec? C'est quoi les différences? Au Elle, c'est moi qui m'occupe, qui décide de tous les contenus de ma section. Bien sûr, en groupe avec la rédac chef et tout. À la pige, je propose des sujets ou alors on m'en propose. Mais tu vois, par exemple, au Elle, quand j'écris un article, après, il est monté sur maquette. Je reçois la maquette, je la lis, on la fait réviser. On voit si telle ou telle photo, ça marche, machin. On en discute en équipe avec la directrice artistique. Je suis en gros tout l'article de A à Z, genre de l'écriture jusqu'à ce qu'il soit prêt à être publié. En pige, je donne mon article, puis il s'en va dans le vent. Okay, j'ai plus je sais pas. C'est pas moi qui décide de changer telle ou telle phrase. Ouais, OK, je comprends. OK, parfait. J'aimerais savoir, dans le fond, l'importance de l'industrie des magazines pour l'industrie de la mode, c'est quoi? Attends, tu peux répéter? Oui. Comment tu définirais la relation entre l'industrie de la mode puis les magazines? Est-ce que c'est dépendant, c'est indépendant? C'est sûr qu'on présente la mode, qu'on
on s'en inspire, on la met de l'avant et tout ça, mais c'est sûr qu'aussi on a une relation. On va pas hésiter à la critiquer, à montrer ses dérives, ses dérapages. Si par exemple une marque, par exemple, je viens de publier là dans ce numéro un reportage sur le racisme dans l'industrie de la mode. C'est sûr qu'on ne fait pas que l'éloge des marques et des créateurs, on montre, on n'hésite pas à montrer si une marque fait comme défaut ou quelque chose. Ça. Parce que je trouve que c'est intéressant parce que dans ma tête, avant, les magazines prenaient vraiment beaucoup de place quand même dans l'industrie de la mode. Juste, on va dire en 2013, il y a quelques années, je me rappelle, les covers, c'était comme vraiment important. Tu sais, quand il y avait... On a eu une phase un peu de supermodel, je trouve, il y a comme quelques années avec Kendall, Gigi, quand il était vraiment comme il faisait tous les shows et tout. Puis à chaque fois qu'il sortait, c'était comme cover après cover après cover après cover. Puis on dirait que maintenant, c'est comme... Plus... C'est différent, je trouve, parce qu'il y a les fashion bloggers, il y a beaucoup Instagram. Comment est-ce que toi, tu vois ça? Ben, c'est sûr que les réseaux sociaux et Internet ont pris énormément de place. Puis c'est facile maintenant d'avoir accès à toutes les ressources, à toutes les marques, tous les créateurs directement sur Instagram, sur Internet. Donc c'est sûr qu'avant, les magazines, c'était un moyen pour celles qui étaient passionnées de mode ou de beauté. De trouver l'information. Ouais, c'est ça, de prendre un peu le pouls de l'industrie, puis de voir ce qui se passait, mais c'était un accès un peu indirect. Alors que là, au contraire, avec l'avènement des réseaux sociaux, c'est sûr que tu as un accès direct du bout des doigts, tu ouvres ton téléphone, puis tu peux aller regarder le dernier défilé de Moschino ou... Ouais, c'est ça, parce qu'avant, pour voir ces trucs-là, c'était absolument... Ben, pas absolument, mais comme... c'était quand même dans les magazines qu'on voyait le magazine était le seul moyen. Tu sais, moi, quand j'étais ado, Facebook venait de sortir, donc c'est sûr que si je voulais savoir quelque chose en mode, c'est sûr qu'il fallait que j'achète un magazine pour voir ce qui se passait dans l'industrie, alors qu'aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. C'est pour ça que, tu sais, la question précédente, que j'avais l'impression que l'industrie était comme plus dépendante avant. L'industrie de la mode était plus dépendante des magazines, c'est ça. Ouais. Mais maintenant, je trouve que il y a comme juste un milieu un peu comme... C'est sûr qu'ils ont plein d'autres plateformes pour se mettre de l'avant que les magazines, ça c'est sûr. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu, à ton avis, là, de l'impact d'Elle Québec sur les femmes la mode québécoise? Du coup, j'ai regardé ça un peu aujourd'hui, juste pour savoir... quel âge avait le L, parce que je m'en rappelais plus très bien. Et en fait, il a été créé en 89, donc il a exactement mon âge, soit 31 ans. Donc ça fait 31 ans que le L évolue. Je suis pas bonne en calcul mental, fais-moi pas calculer. Ça fait du coup 31 ans que le L évolue dans l'univers, sur la scène québécoise. Puis c'est sûr que, tu sais, on présente, puis on encense les créateurs locaux parce qu'il y en a tellement. Il y a une nouvelle génération là, qui est absolument incroyable, que ce soit Elisa Faulkner, Heirloom Hats, Maguire, Bouquet qui fait des sacs magnifiques. C'est sûr qu'on a de la chance à Montréal et au Québec d'avoir une scène de mode vibrante, puis on essaye de le transmettre à travers les magazines. Que ce soit le L, le clin d'œil. J'ai quasiment l'impression que ça fait un petit peu partie de notre culture. Exact. Au fil des années, ça a comme... Il y a des femmes qui ont grandi avec le L Québec. Puis aujourd'hui, comme ça les suit. Fait que je trouve que c'est comme une belle histoire. C'est comme vraiment... entre les deux. Comment est-ce que tu trouves que dans les magazines, on mise quand même beaucoup sur la femme? Comment est-ce que tu vois ça? Tu sais, comme des fois, il y a des magazines pour hommes, mais tu sais, le Québec, c'est quand même pour la femme. Comment est-ce que toi, tu vois ça? Je sais que on est aussi lu par des hommes, puis, tu sais, oui, on est un magazine dit féminin, mais quand tu ouvres le mag, il y a des sujets de société absolument extraordinaires qui ne touchent absolument pas que la femme. Puis tu peux très bien aimer la mode sans
tu peux te considérer de n'importe quel genre, puis 100%. Puis aimer la mode, être passionné, puis tu sais, la beauté, ça s'adresse à tout le monde. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est absolument pas réducteur de dire que c'est féminin, parce qu'au contraire, c'est chouette de... Il y a plein de choses à découvrir, justement, dans le magazine. Une question qui m'intéresse vraiment beaucoup. Avec ton expérience, est-ce que tu retiens un certain cycle dans la mode? Comme, est-ce que c'est vrai que... Ben, en fait, oui, c'est vrai que les tendances reviennent, mais tu sais, comment est-ce que tu as expériencé ça? Oui, c'est vrai que les tendances reviennent. C'est sûr que les années 80, par exemple, ça redevient big, puis les années 90, puis... par exemple, les fleurs pour le printemps, genre how shocking, que ce soit l'imprimé floral qui revienne. C'est sûr que les tendances reviennent. Après, c'est sûr qu'il y a mille et une façons de les interpréter. Puis les créateurs, justement, c'est ça leur talent de prendre une tendance qui paraît un peu déjà vue, un peu banale. Puis finalement, c'est complètement fou comment ailleurs. Ils sont capables puis, de faire ça, je trouve. Puis c'est un art. Puis justement, ça montre aussi le talent qu'il faut pour réussir à rendre quelque chose de... Exactement. C'est l'imprimé floral, de le rendre genre super cool. Oui, c'est ça, parce qu'après, admettons, on va dire pour le printemps, après saison, ça va être le floral, mais c'est toujours réinventé. Fait qu'il faut quand même un esprit hyper créatif pour être capable de faire ça. C'est quand même assez impressionnant. Puis toi, c'est quoi tes designers ou tes trends préférés du moment, en ce moment? Ouh là là, je te dirais que pour l'instant, c'est pas mal jogging à la maison, là, parce que avec la pandémie, c'est sûr que c'est work from home. Mais tu sais, qu'est-ce que tu vois sinon aussi? J'ai adoré, étonnamment, c'est pas une marque que j'adore, mais j'ai adoré le défilé Moschino avec les marionnettes pour le printemps 2021. En gros, le Jérémy Scott, il a vu qu'il toujours pouvait, beau, ces défilés. Puis là, vu qu'il pouvait pas montrer en personne, il a créé un théâtre de marionnettes avec un premier rang, par exemple Anna Wintour, puis Edouard Henninful en petites marionnettes, puis des petites poupées défilaient sur la passerelle, j'adore. Habillées, et les vêtements sont absolument magnifiques. C'est tellement original comme façon vraiment. de présenter un défilé. Puis il y a eu le Prada avec Raf Simon qui vient de sortir. Là. Tout le monde en parle, c'est super big. Donc ça, c'est un petit peu tes coups de cœur. Exact, les coups de cœur des défilés qui ont eu lieu là. Puis, je pense qu'il y a un sujet qui est important de toucher aujourd'hui, c'est la tournure un peu environnementaliste. Il y a beaucoup de magazines qui se sont vus aller plus digital. Donc, justement, il y a un site où on peut trouver le contenu. Qu'est-ce qui garde l'exclusivité comme du magazine versus le web? Comment, toi, tu vois ça? C'est pas la même expérience. C'est sûr que le contenu du magazine, à un moment ou à un autre, va se retrouver sur le web. On va le mettre en ligne. On met absolument pas tout en ligne. Puis c'est sûr que moi, je vois le mag puis le site web comme deux choses conjointes, mais quand même assez distinctes, sur le fait que le site web va proposer des articles plus légers, plus faciles à lire, ou alors plus d'actualité. Ou alors ça va vraiment être des galeries de shopping, par exemple, versus le magazine qui justement, parce qu'on ne peut pas être dans l'instantanéité, puis que tu sais, si on parle d'un sujet d'actualité et qui paraît 2 mois plus tard, c'est déjà fini. Exactement. Donc c'est sûr qu'on va plus analyser, décortiquer, critiquer, aller en profondeur dans le mag, versus ce qu'on peut trouver sur Internet la plupart du temps. Puis c'est sûr qu'il y a aussi... tu sais, pour moi, c'est quand même nostalgique parce que c'était vraiment le fun d'aller acheter ta copie, puis après ça, de pouvoir lire, puis vraiment de suivre comme au fil des mois. Moi, j'aimais vraiment ça là, quand j'étais petite. Je peux comparer un peu... je pense qu'on a tous fait ça quand on était plus jeune, d'aller choisir un film le vendredi soir au Superclub Vidéotron, puis après ça, tu le loues pour une semaine, puis après ça, il faut que tu le rapportes. Exact. C'était tellement comme précieux. C'était comme un moment précieux, alors qu'aujourd'hui, je trouve que oui, c'est beau comme la technologie, mais c'est un peu plate que tout est tout le temps accessible. Exact. Comme tout le temps. Fait que, tu sais, quand on voulait savoir les tendances, ben on allait prendre le magazine, puis on allait vraiment comme lire, puis c'était vraiment
une expérience complètement différente que d'aller justement sur le web. Mais est-ce que tu trouves que, je dirais pas les ventes, mais comme le monde commence à justement moins acheter le magazine en papier? C'est sûr que les gens ont plus tendance à aller sur Internet. Puis c'est sûr que c'est un défi pour les magazines aujourd'hui, puisqu'il y a peut-être un peu moins de lecteurs qu'avant. Mais est-ce que ça reste quand même toujours... On reste là, on est quand même bien présent. Après, c'est sûr que, oui, c'est ça, d'ouvrir un magazine, ça te fait une pause... c'est une pause de 2 heures qui va t'apprendre plein de trucs, qui va être belle en même temps. On a, sur Internet, par exemple, dans le mag, on a les beaux éditos que tu vois absolument pas sur Internet. Donc, d'un point de vue visuel aussi, il y a tout un... Il y a notre directrice artistique qui bosse super fort là-dessus. Il y a Anne Yorst qui s'occupe de toute la direction de création, qui est styliste aussi, qui s'occupe des éditos mode, puis de la cover, puis de la cover girl, toutes les images à l'intérieur. C'est sûr que au sein même du magazine, quand tu l'ouvres, il y a quand même tout un aspect artistique qui se perd un peu sur le web aussi. Ouais, je suis 100% d'accord. Puis, tu sais, c'est quand même... Fait que dans le fond, qu'est-ce que tu me dis, c'est que on favorise les copies en main, mais le contenu est disponible sur le web parce que, je veux dire, dans un monde en changement, on peut pas dire on va pas rien faire sur le web parce que, tu sais, vous êtes aussi comme... Non, puis tu sais, on veut pas non plus perdre le beau contenu qu'on a dans le magazine, donc on va le mettre sur le web après évidemment, la sortie du numéro. Mais c'est sûr qu'admettons, quand que vous venez pour faire une édition, on se concentre vraiment plus sur la copie papier que sur le web. Exact. C'est ça que tu me dis? En fait, il y a aussi une équipe web. Ouais, ça c'est sûr. Et les 2 équipes sont un peu distinctes. Après, le site web est super présent, il est super fort, il est super chouette aussi. Mais c'est pas forcément le même type d'articles qui paraissent là-dessus. Puis c'est cool parce que les 2 sont aussi complémentaires. C'est au contraire, pour la lectrice, c'est génial parce qu'elle a 2 plateformes plutôt qu'une. Ouais, c'est vrai. J'avais pas pensé à ça, c'est vrai. Puis, est-ce que tu trouves que de plus en plus, au niveau du contenu magazine, vous parlez d'environnement, écologie? Moi, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Donc, j'ai écrit pas mal d'articles là-dessus, autant que sur les initiatives vertes que sur les marques... éco-responsable, local. J'essaye à chaque numéro d'en présenter, puis d'en parler, puis tout ça. Donc, c'est sûr que c'est un sujet super important. Puis, avant, on avait l'habitude quand j'ai commencé, c'était par exemple le numéro d'avril, c'était le numéro vert, parce qu'il y a le jour de la Terre. Puis, c'était notre numéro vert de l'année. Puis là, on allait parler d'articles, que ce soit en mode, en beauté, d'articles sur l'environnement. Maintenant, on se cantonne pas du tout au numéro d'avril. Là, on en parle à chaque numéro. C'est sûr que c'est important aussi d'incorporer ça comme à chaque édition parce qu'il y a tout le temps des nouveaux trucs qui ressortent puis des trucs qui doivent être... Puis la mode, c'est quand même... ça a beau être sublime, magnifique et tout ça, ça reste quand même la 2e industrie la plus polluante au monde après le pétrole. Donc, c'est sûr que s'il y a des initiatives vertes, c'est important de les mettre de l'avant parce que... Je suis 100% d'accord, c'est vraiment important. Est-ce que chez Elle, vous avez pensé peut-être à une méthode pour justement repopulariser les magazines comme avant? Est-ce que tu penses que c'est possible? Je pense que oui, honnêtement, le lectorat est vraiment là. Que ce soit au niveau des abonnements ou des ventes en kiosque, honnêtement, on est vraiment présent là. Je te dirais que on fait attention à chaque numéro de justement, notre pub en soi, c'est un peu la cover qu'on choisit, la couverture. Donc, c'est sûr qu'on essaye de faire quelque chose qui te frappe dans l'œil puis qui va être fort en kiosque pour... qui va susciter l'intérêt. C'est ça, qui va vraiment susciter l'intérêt. Puis du coup, on a quand même pas mal de discussions en équipe à savoir qui on met en cover. Puis après, la photo de couverture, à chaque fois, elle est magnifique. Puis c'est comme ça qu'on arrive aussi à se distinguer par rapport à d'autres magazines, parce que il y a certes
peu de magazines au Québec en soi, mais on se bat quand même avec tous les magazines internationaux aussi. En kiosque, tu trouves aussi le Vogue ou le Glamour. Mais tu sais, je pense que qu'est-ce qui est peut-être important, mettons, de mon point de vue, c'est justement de ne pas laisser toute cette belle création artistique-là comme tomber parce qu'elle est quand même hyper importante. Même si on pense que tout est rendu virtuel, il faut comme persévérer pour justement garder cette beauté-là qu'on a créée. C'est super important. Ça fait quand même plus de 30 ans que c'est dans le paysage québécois. Puis, sans en avoir l'air, il n'y a pas que les journalistes qui travaillent sur un mag. Par exemple, la cover girl, là, c'est Sophie Nellis. Il y a un coiffeur derrière, il y a une styliste, il y a un maquilleur, il y a tout ça. Ça fait vraiment... ça fait travailler beaucoup de monde de la scène artistique montréalaise. Beaucoup plus qu'on pense. C'est ça, et c'est super important de les encourager. Donc, j'invite tout le monde à s'abonner au magazine. Ben oui, c'est important. Je pense que c'est aussi le monde de la mode maintenant, c'est un peu différent d'avant. Puis je trouve que les magazines, ça vient un peu préserver le monde de la mode avant. Puis moi, c'est celui que j'aime le plus. Fait que ça, j'aime vraiment ça. C'est encourageant de savoir que... Ben oui, moi, je t'encourage à 100%. Là, j'aime vraiment ça. Aussi, là, on a vu avec la pandémie du COVID, les défilés virtuels. Comment est-ce que le magazine s'est un petit peu adapté à présenter, justement, le virtuel? Alors, tu vois, justement, donc la pandémie s'est tombée en mars, en plein pendant les défilés automne-hiver 2020. Donc là, on y est, là. Ouais. Donc, tu sais, il y a eu encore les défilés physiques qui étaient quand même pas mal présents. Je te dirais que pour les présenter, les défilés du printemps 2021, qui ont été beaucoup soit des vidéos, soit des lookbooks, soit des défilés un peu atypiques et quelques défilés en personne. C'est sûr que ça va être un nouveau défi d'en parler. On en a discuté d'ailleurs cette semaine en équipe, à savoir comment on allait faire. Mais c'est sûr qu'il va falloir adapter. C'est ça, il va falloir adapter le contenu, mais en même temps, il y a eu tellement de belles choses qui sont sorties de là. À savoir si les gens ont vraiment envie d'entendre parler de tendance en ce moment, alors que, on ne sait pas, c'est quand même important. C'est fou parce qu'il y a tellement d'opinions comme à ce sujet-là. Tu sais, mettons, moi, j'ai quand même entendu souvent cette phrase-là, est-ce que les gens ont envie de parler tendance durant la pandémie? Puis on dirait que pour moi, c'est vraiment comme une distraction, comme me lancer dans quelque chose que j'aime, parce que la pandémie est là, peu importe. Puis c'est déjà assez déprimant, donc pourquoi un peu se gâcher la vie? Puis, tu sais, justement, sur les passerelles, là, pour le printemps, les défilés étaient hyper joyeux, les collections étaient... tu sais, ça envoyait vraiment beaucoup de gaieté, puis on sentait que les designers, pour parer un peu à cette pandémie qui avait un peu... Tu sais, ça a quand même mis l'industrie un peu à mal, parce que c'est sûr que les gens achètent aussi beaucoup moins de vêtements. Ils ont au contraire misé sur leur créativité, puis ça, tu le vois dans les défilés, ça explose. Puis c'est bon que la créativité soit mise de l'avant. C'est ça. Parce que je trouve que ça fait tellement réaliser que la mode, c'est quelque chose qui peut comme... pas nous sauver, là, mais comme, tu sais... Ça peut nous faire rêver. C'est ça, exactement. Ça nous amène un peu ailleurs. Ça a une signification beaucoup plus importante que, je pense, que juste des vêtements qu'on met, tu sais. Puis... Je parle pas... Puis c'est aussi ça reste le reflet d'une société aussi, la mode. Donc 100%. Tu sais, la pandémie, c'était un peu gris. Ben, au contraire, sur les passerelles, les créateurs se sont libérés, tu sais, comme un échappatoire. Puis est-ce que tu penses qu'il va y avoir des changements au niveau de l'industrie de la mode comme après la pandémie? Ça, je sais pas, honnêtement. Est-ce qu'il y a des tendances que tu as vues dans les défilés? Ou... Ben, c'est sûr que, tu sais, il y a personne en ce moment qui va acheter une robe de soirée parce que tu vas la porter nulle part, là, à part chez toi. Ouais, c'est ça. Donc, c'est sûr que sur les défilés, il y avait aussi pas mal de vêtements confortables. Puis, il y avait un nouvel accessoire, c'était le masque. Il y a un an, on n'aurait pas imaginé ça du tout. Donc, à savoir ce que réserve le futur, j'en ai aucune idée. Ils ont quand même su s'adapter à la situation. C'est une industrie qui s'adapte super bien. Puis, on le voit pour le printemps, là, c'est coloré, ça a beau... ça a beau être... le futur est un peu incertain, là, mais au moins... on a les couleurs de ce côté-là. C'est ça. Puis où tu vois les magazines dans 5 ans ou 10 ans? Oh là
J'espère qu'on sera toujours là. Je le crois, honnêtement. Je pense que c'est sûr que le web prend une place hyper importante, mais je pense que les magazines sont là pour rester. C'est comme quand on dit... tu sais, moi, j'ai beaucoup de misère à lire un livre sur... mettons un iPad. Là. Exact. J'aime ça, moi, avoir le livre. Moi aussi, j'ai besoin d'une copie papier. C'est qu'aussi, c'est parce que j'ai grandi, moi, en lisant des livres. Fait que c'est ça que je me questionne, parce que la génération qui s'en vient, eux, ils ont grandi avec des iPads, des appareils électroniques. Fait que, tu sais, c'est vraiment juste de voir... tu sais, c'est sûr que les magazines se réinventent déjà, puis c'est sûr que les sites sont hyper importants. Je peux pas... je pense que c'est vraiment de garder cette importance-là de la cover puis du contenu artistique. Je pense que si on mise là-dessus... Ouais. Puis tu sais, par exemple, le Vogue UK avec le rédac-chef Edouard Eninfoul, ils font des covers tu sais, qui sont sublimes. Ils demandent par exemple à David Hockney de peindre... il y avait pendant le confinement, il a demandé à, je sais plus, une vingtaine d'artistes de dessiner la cover. Donc, il a demandé à David Hockney. Donc, tu pouvais te procurer 21 Vogue puis avoir une couverture totalement différente. Ce qui est hyper intelligent à faire. Puis en même temps, c'est un peu un objet d'art, du coup, parce que... je pense que la discussion qu'on a en ce moment, ça fait vraiment démontrer à quel point comme c'est de l'art. Même si des fois, les gens pensent « Ah, c'est un magazine », mais c'est plus loin, là. En tout cas, il y a des artistes qui travaillent fort derrière, puis nous, les journalistes, on essaye de faire du contenu de qualité qui est important. Puis mais je pense que même pour moi, on dirait que ça vient réveiller un peu le meaning des magazines pour moi. Fait que j'aime vraiment ça. Puis, sinon, est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui sait pas encore qu'est-ce qu'il veut faire ou qui voudrait peut-être se lancer en mode, mais qui est comme pas sûr? Ce serait quoi ton conseil? Alors, se lancer en mode, moi, je peux te donner des conseils pour se lancer en journalisme. Ou comme dans l'industrie du journalisme de mode? Alors, l'industrie du journalisme, c'est sûr que les stages, c'est hyper important. Ouais. Et d'aimer écrire et de savoir écrire aussi, c'est sûr que ça, c'est primordial. Il n'y a pas forcément besoin de faire une école de journalisme en soi. Je pense que je suis la seule... Je suis une des seules dans mon boulot à avoir fait un certificat en journalisme. Pour ce qui est de la mode puis du journalisme à Montréal, les deux, c'est vraiment des petits milieux. Donc, c'est sûr que si tu trouves un poste, tu as intérêt à bosser très fort parce que sinon, tout le monde va savoir que tu fous rien. That's a good advice. J'aime vraiment ça. Donc, tout le monde se connaît puis tout le monde parle. J'aime vraiment ça. Donc, merci beaucoup merci d'avoir pris part à la discussion aujourd'hui et merci à vous de nous avoir écoutés. Donc, n'oubliez pas de follow le comité Mode et Affaires sur Instagram, Facebook et LinkedIn et de télécharger notre nouvelle application mobile. Et on se revoit au prochain podcast. Merci.